Bienvenue au Freelance Tech Day. Le prochain talk dure 45 minutes. Nous avons l'honneur d'accueillir Angela Nasser, directrice de Women in Tech France, Alexandra Gaudron-Vandeville, Head of Product chez Bazar Chic, au micro de Soumia Chekal, IT Project Manager Freelance. Elles partageront leurs visions et actions pour l'égalité et l'inclusion. C'est parti! Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur cette table ronde. Donc aujourd'hui le thème sera Femmes dans la tech, état des lieux et perspectives d'avenir. Aujourd'hui je suis très contente d'être entourée de ces deux mesdames. Donc Angela Nasser, tu es donc directrice de Women in Tech, côté France. Et on a également Alexandra qui est avec nous et donc tu fais partie donc de Bazar Chic où tu es donc manager. Mesdames, je vais vous laisser vous présenter et je me présenterai après vous avant qu'on démarre cette table ronde. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je suis Angela Nasser, je suis directrice de Women in Tech France. Rapidement, Women in Tech, c'est une grande ONG. Aujourd'hui, on est présent dans plus de 77 pays, bientôt 81, et on compte plus de 700 000 membres dans le monde entier. On est une des rares ONG qui est reconnue par les Nations Unies parce qu'on fait des choses très concrètes. On a ouvert des écoles favelas au Brésil, en Afrique du Sud, au Ghana, au Pérou, et tout est... on veut absolument que tout soit gratuit et accessible à tout le monde. Notre target, quand Women in Tech a été lancé en 2018 par une femme extraordinaire qui s'appelle Ayomi Moraoki, c'était d'empower 5 millions de personnes, 5 millions de femmes exactement. Aujourd'hui, on a touché plus de 55 millions de femmes et notre prochaine target, c'est en 2030, empower 100 millions de femmes et je vous en parlerai peut-être tout à l'heure, mais pour ça, on a mis en place on a lancé le protocole d'Osaka où on embarque avec nous des gouvernements et des grandes institutions pour atteindre cet objectif. Tu nous en diras plus. Alexandra? Oui, donc moi c'est Alexandra Vandeville, donc merci pour l'invitation. Donc je suis Head of Product au sein de Bazar Chic et donc je manage les Product Owners et les Product Designers et donc au sein de l'équipe digitale qui inclut des développeurs, l'équipe tech et aussi du coup produit. Donc j'ai aussi mené pas mal de change management au cours de ma carrière et donc le monde de la tech n'est plus trop un secret en tout cas pour moi. Voilà. Et juste pour notre connaissance, que fait Bazar Chic? Tu peux nous en dire un peu plus? C'est de la vente privée du coup, où là justement on a eu des gros projets d'ouverture du site aussi et pour pouvoir permettre un peu, on a fait beaucoup d'optimisation en tout cas sur les apps et sur le site et du coup ça permet d'avoir une multitude de clientèle et notamment sur de la vente privée. Ok, très bien. Merci mesdames. Et donc moi-même, Soumia Chekal, donc je suis freelance en project management et donc je travaille donc dans le conseil donc pour différentes départements, notamment en DSI ou pour des métiers sur des problématiques de transformation digitale. Alors première question, si vous deviez résumer en un mot, en une image ou en une expression votre engagement par rapport à notre sujet, donc les femmes dans la tech, que diriez-vous chacune? En un mot, mon engagement, c'est justement donner accès, ouvrir les portes aux personnes là où c'est difficile. Souvent, les femmes nous disent qu'elles ont un des plus gros problèmes, c'est l'accès au réseau d'influence. En France, on a mis en place des choses extrêmement concrètes. On organise tous les mois un meet and greet où on se fait hoster par une entreprise et on crée ensemble un thème d'une table ronde et on mélange des étudiantes, des personnes en reconversion, des C-level, des CEO, de la finance, des avocates, de tout en fait. Et voilà, ça crée... on sait que quand on voit la personne de face, en physique, c'est pas la même chose et on est très heureux derrière quand les gens nous disent qu'ils ont réussi une levée de fonds, qu'ils ont trouvé un job, un stage, un contrat d'alternance. Voilà, donc c'est vraiment des choses concrètes. L'accès au réseau d'influence est une vraie problématique déjà, je pense, pour les hommes, mais encore plus pour les femmes parce qu'une femme, ça ose beaucoup moins. On va en parler, je pense, après. Oui, mais même concernant l'innovation, je trouve qu'on a une place aussi, la femme a une place dans l'innovation et je trouve que ça se... Même notamment avec les nouvelles technologies, l'IA, etc., on est aussi légitime, si ce n'est
aussi plus dans ce secteur et c'est important et on le voit aussi dans la motivation, les différents métiers aussi et les équipes qui changent aussi. Parce que donc avant c'était assez restreint et je trouve que justement ça ouvre beaucoup plus de perspectives en tous les cas multidisciplinaires et aussi donc, de la part de différents horizons et aussi des changements de carrière, etc. Et c'est vrai que c'est plutôt bénéfique en tout cas pour nous les femmes aussi. Oui. Alors je vois que le thème de l'inclusion est justement le lever de barrières ou en tout cas d'obstacles pour pouvoir être intégré dans la tech, en tout cas d'amener les femmes dans la tech, c'est vraiment un sujet qui vous tient à cœur. En tout cas, ça se voit. Je ne sais pas si nos spectateurs le voient également, mais en tout cas, moi, je le vois dans vos yeux. Je voulais vous demander quel a été justement le déclic qui a fait que vous vous soyez dirigé justement sur ces sujets-là et qu'aujourd'hui, au sein de vos actions, donc dans vos entreprises et à vos postes respectifs, vous mettez en place tout un nombre incalculable d'actions, en tout cas cet engouement et cette dynamique-là. Qu'est-ce qui a fait que vous Moi, en soyez... le déclic, moi, comment dire, essayer de travailler dans les assos, etc. Je suis bénévole au Resto du Cœur depuis 30 ans. Les problèmes d'accès à l'éducation, non seulement au réseau d'influence, parce que quand vous êtes malheureusement au Resto du Cœur, c'est pas le premier truc auquel vous pensez. Mais par exemple, si je prends école publique à Paris 6, c'est pas l'école publique à Mantes-la-Jolie. Donc ça aussi, là, c'est de la discrimination. Et il y a j'ai fait quasiment toute ma carrière à General Electric Capital Finance, qui était le plus grand groupe bancaire. Au bout de 17, moi, j'ai jamais eu, on avait 70% de femmes, on a toujours eu des CIO femmes, on n'avait pas de problème de diversité et d'inclusion. Je dis toujours il faut que j'arrête, hein, parce que je suis partie de rien depuis un moment. Et j'ai vraiment, je l'ai dit tout le temps, j'ai pris une claque culturelle quand j'ai quitté General Electric, parce que quand vous arrivez dans la banque française et le milieu financier français, et ben là, vous comprenez ce que vos copines vous disaient quand elles étaient toutes seules ou pas, elles n'avaient pas accès au COMEX et au CODIR. Dans la banque française et dans la finance, les femmes, jusqu'à aujourd'hui, on est en 2025, elles ont, c'est directrice marketing, DRH, directrice RSE, et bientôt ce poste va bientôt disparaître vu ce qui se passe dans le monde. Donc oui, là j'ai pris une claque et il y a des choses auxquelles on ne fait pas attention, des grands sommets tech où j'allais et en fait on ne fait pas attention qu'il n'y a quasiment pas de femmes, ou vous êtes à la 4e ou 5e table ronde, il n'y a pas de femmes. Et là, vous dites, après, vous vous dites, ben, pourquoi il n'y a pas assez de filles qui vont dans les filiales tech, maths, etc. Mais parce qu'elles n'ont pas de rôle modèle, en fait. Et qu'on ne les encourage pas. Donc oui, forcément, c'est des barrières, mais c'est des barrières que nous, société, nous avons créées. Et peut-être des choses comme ma génération qui disait, bah, c'est pas le plus gros problème, il faut qu'on s'occupe. En fait, c'est un gros problème. Et aujourd'hui, c'est très difficile de revenir à des... Aujourd'hui, il n'y a que 30% de femmes dans la tech sur des métiers très importants. Si je prends la cybersécurité ou l'IA, elles sont moins de 12%. Donc, ces femmes... Donc, en fait, on se dit, oui, que les algorithmes sont biaisés, mais oui, parce que les algorithmes sont codés par des hommes. Et j'ai rien contre les hommes, parce que si... Moi, je suis persuadée d'une chose, c'est que si on veut améliorer la société, c'est femmes et hommes ensemble. Si on ne travaille pas ensemble, et ben... Donc moi j'appelle ça les hommes et les femmes alliées, hein, parce que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on est dans la sororité. Voilà, il y a aussi des femmes pas très très gentilles. Mais voilà, il faut qu'on travaille plus ensemble et qu'on ouvre la voie aux nouvelles générations. Et toi, Alexandra, quel a été ton déclic? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, ce sujet t'a intéressé et tu t'es dit, il faut y aller? C'était il y a fort longtemps, en tous les cas, où il y avait un peu plus de 18 ans, et c'est vrai que à l'époque, il y avait très très peu de femmes, effectivement, c'était dans le e-commerce, et moi, ce qui m'a donné envie, c'était l'innovation, la créativité, le fait de challenger aussi les parcours clients, le produit, vraiment comment faire pour améliorer l'expérience, etc. Et c'est vrai que même travailler, je travaillais constamment auprès de développeurs, mais tout univers, tout horizon différent, et c'est vrai que ça permettait de toujours être en créativité, d'être dans du change, à se remettre en question, parce que même en termes de mindset agile, c'est faisons des rétrospectives, regardons un peu ce qui s'est mal passé, pourquoi, comment on peut faire pour s'améliorer. C'est vrai que tout ce mindset m'a vraiment donné envie de continuer dans ce domaine. Et puis oui, comme tu disais, je te rejoins, c'est vrai que il y avait très peu de femmes et encore je trouve que les mentalités ont changé, notamment avec la période MeToo. Il y a eu
enfin, on a fait beaucoup plus attention à la manière dont on dialoguait dans les discours ou dans les petites réflexions un peu sexistes. Les RH aussi, ont été formés aussi dans aussi l'accompagnement, l'éducation aussi des salariés. Et c'est vrai que du coup, ça permet d'améliorer effectivement le secteur de la tech pour les femmes, pour la place des femmes, même si il y a pas mal d'améliorations à avoir, mais il faut espérer, et justement je suis d'accord sur, il faut aussi du mentoring, il faut que les femmes aussi s'entraident entre elles, parce que parfois il y a un peu, pas de compétition, mais c'est pas forcément les hommes qui mettent un peu des bâtons dans les roues. Ah bah justement, quels sont les freins selon vous qui font qu'aujourd'hui on se retrouve avec une très faible, une minorité de femmes justement dans ces fonctions de tech? Le premier problème, c'est, on part de la base, l'école. Oui, l'école. En fait, on s'est aperçu d'un phénomène qui est inexplicable, surtout en Europe, c'est qu'en fait, un prof pose 3 fois ou 4 fois moins de questions à une fille dans les cours de tech et de maths et de sciences qu'à un garçon. Et donc, en fait, les petites filles déjà se disent, en fait, c'est pas des métiers pour moi. Il faut qu'on revoie nos journées métiers. En 2025, la tech, elle est encore représentée par le métier d'informaticien. C'est un métier qui n'existe plus, en fait. Donc, dans l'inconscient des gens, un informaticien, c'est un jeune ado avec sa capuche en train de coder. Des petits boutons. Donc, en fait, ça donne pas très, très envie. Et donc, il faut former les CPE. Les CPE ne sont pas assez formés sur les nouveaux métiers, les nouvelles technologies, etc. La tech n'est pas assez présente. Et puis nos profs, aujourd'hui, tous les ans, on attend notre classement en maths en France. Cette année, on est dernier de l'Europe, avant dernier de l'OCDE. Enfin, on est quand même la 7e puissance mondiale, mais il y a un fait très, très, très concret. Un prof en France a 9 heures de formation par an versus 100 heures à Singapour. Donc, je veux bien qu'on n'ait pas 100 heures, parce que déjà, on a un problème aussi en France, c'est qu'on n'a pas assez de profs. Donc, je pense qu'ils sont déjà sous l'eau. Mais oui, c'est déjà, il faut qu'on parte améliorer parce que et puis encourager la reconversion. Aujourd'hui, si on prend les grandes institutions, j'avais pas envie de les nommer, mais par exemple Pôle Emploi, qui sont où comment dire, les conseillers ne sont pas au courant des derniers métiers. Et même, ce qui est marrant, c'est que le logiciel même de Pôle Emploi n'est pas à jour. Les nouveaux métiers ne sont pas dedans. Donc forcément, si vous êtes, je ne sais pas, spécialiste IA, il va vous envoyer informaticien. Parce que par contre, le métier d'informaticien existe toujours dans leur logiciel. Donc il y a plein de choses à changer, mais commençons déjà par l'existant. Par l'existant, et puis mettre à jour les journées métiers des enfants. Ça serait bien. Donc s'il y a des freelances qui recherchent des missions, hein, vous avez entendu. Voilà, exactement. Il y a quelque chose à faire. Et toi, Alexandra? Mais oui, je suis d'accord, l'école, notamment la place de la petite fille à l'école, ça se voit aussi dans les cours de récré, hein, c'est tout bête, mais le ballon prend une place importante dans les cours de récré et laisse pas forcément plénitude aux filles de jouer sans... Voilà, donc sans avoir le ballon en pleine figure. Mais c'est vrai que c'est un exemple bête, mais c'est un exemple de la place de la fille déjà dans l'école, dans les formations aussi, dans les écoles aussi de tech. Et après, oui, il y a aussi... bon, j'ai quand même espoir dans l'avenir et la place de la femme, mais c'est vrai que quand on regarde les chiffres de l'IA notamment, on se dit, bon, il y a quand même encore un grand pas à faire pour atteindre... ouais, il y a quand même énormément de marge pour atteindre un niveau égalitaire. Donc oui, c'est l'école, c'est les formations, c'est aussi dans les entreprises aussi. Hein, donc un changement aussi de comportement en tous les cas. De mindset. De mindset, le codir ou le management, le top management. C'est vrai que souvent, il y a aussi très peu de femmes où effectivement, c'est soit RH, soit responsable marketing. Mais voilà, donc il faut faire attention en tous les cas à tout l'écosystème qui entoure, que ce soit de l'éducation jusqu'au changement de carrière également aussi. Est-ce que toutes les deux, à titre personnel, vous avez justement expérimenté ces freins-là, par exemple pour une prise de poste en management, par exemple du côté de l'IT dans des DSI, ou est-ce que par exemple tu aurais des feedbacks de connaissances, d'amis justement qui aussi ont des difficultés une fois que tu es sorti de l'écosystème General Electric, où
là, les ratios n'étaient pas les mêmes. Alors, non, j'ai jamais. En fait, je me suis jamais contentée des claques, j'en ai pris, hein, malheureusement. Je cite souvent Nelson Mandela, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, Voilà. qui dit je perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Alors, on va dire que j'ai énormément, beaucoup trop appris dans ma vie. Non, non, enfin, quand je suis arrivée dans l'écosystème bancaire et financier français, oui, là, j'ai vu que dans les postes importants, il y avait pas de femmes ou pas assez. Et oui, donc j'ai compris que pour accéder à des postes, ça serait un peu plus complexe que c'était à General Electric, où en fait, dans les boîtes américaines, on pointe souvent les Américains, mais le mindset anglo-saxon, c'est vous travaillez, vous êtes le meilleur ou la meilleure à ce poste, on prend le ou la. Moi, j'ai jamais voulu qu'on me donne un poste parce que je suis une femme, parce que je le mérite, en fait, je le mérite comme mon collègue. Et malheureusement, en France, il y a des postes, oui, on veut des hommes. Et dans beaucoup d'institutions, et vraiment dans des grandes, enfin, je parle pas seulement de la banque ou de la finance, dans la tech, etc. Et donc, c'est souvent, on va avoir 40%, 50% de femmes, mais elles vont pas avoir des postes à responsabilité. Et c'est pour dire, ah, ben, j'ai coché la Oui, case, c'est bon, j'ai c'est bon. j'ai mon quota. On a nos quotas. Voilà, On a exactement. coché. On est Et, bons élèves. mais oui, oui, et rien que les algorithmes, moi je le vois autour de moi, je pense que dans beaucoup d'entreprises, les algorithmes, ben, forcément, ils sont codés. Parce que tout le monde, beaucoup des RH se cachent derrière. Ah ben non, mais attends, c'est l'algorithme. Oui, mais il y a quelqu'un qui code, Qui hein, enfin, code. je veux dire, qui le programme. Et donc, oui, je pense que les algorithmes peuvent être biaisés sur des postes. Et des fois, on le sent parce que tu sens que ce poste, hein, si t'es une femme, bah, t'es pas forcément. Ouais. Mais voilà, mais il faut oser en fait. Et si je peux me permettre, en fait, c'est que en fait, nous, beaucoup de femmes, dans le mindset des femmes, en fait, une femme attend d'être à 100% prête pour le poste pour pouvoir postuler. Un homme, moi je dis tout le temps oser. Au pire, on va vous dire non. Donc on n'a rien perdu en fait. Mais une femme, et souvent on dit il faut être le caillou dans la chaussure. Je dis tout le temps, faut pas avoir peur de déranger. Et donc, moi, enfin, je le dis, hein, j'ai eu tellement de noms que sincèrement, je pourrais faire je sais pas combien d'Excel. Mais voilà, il faut continuer à oser et casser ces plafonds de verre. Oui, c'est ça. Moi, c'était surtout dans les entretiens. Alors, moins maintenant, mais c'est vrai que j'ai eu des questions de type est-ce que ça ne te dérange pas de travailler que avec des équipes d'hommes Ok. Comment tu te positionnes par rapport si tu es en face que d'une équipe d'hommes, comment tu te positionnes est-ce que ça t'a jamais posé de problème et après, il y a toutes les questions d'ordre aussi enfin, pas des grands défauts, mais enfin, des problématiques des femmes de bah, attention, est-ce que tu veux des enfants ou Ah, tu as quand même eu est-ce ce que... genre de Ah oui, questions. oui, moi j'en ai eu, même dans des startups où c'était ah non, mais nous on veut pas de femmes qui souhaitent avoir des enfants ou qui en a Ah pas oui, du ok. tout. Mais Affiché. ça, c'était il y a quand même une quinzaine d'années et c'est vrai que ça, heureusement, ça a évolué. Ou c'est un peu biaisé sous on a une super mutuelle, est-ce que vous avez des enfants? Ah oui, Donc, ok. alors ça, on l'a fait Le plusieurs fois. contournement. Ok, très bien. Donc, mais du coup, voilà, moi je dirais plutôt la crainte, c'est effectivement comment la femme se positionne face à une équipe exclusivement, voire quasi exclusivement d'hommes. Mm. Et là, c'est beaucoup la crainte, notamment aussi des recruteurs et parfois de direction qui effectivement s'inquiètent du positionnement et de l'attitude aussi. Est-ce que ça sera accepté surtout quand on fait du change management. Oui. Donc, Et alors, comment tu faisais justement pour un peu contrer ces peurs, hein, parce qu'en vrai, ce sont des peurs, et pour bah, justement te confirmer ou en tout cas rassurer, donner confiance dans le sens où tu es complètement capable de gérer ces équipes d'hommes ou en tout cas de pouvoir faire avancer les projets dans le bon sens du terme. Après, heureusement, c'est aussi par rapport à son CV, son expérience, ses expertises. Et après, c'est aussi la confiance que l'équipe de tech, enfin, la confiance qu'a l'équipe de dev par rapport aussi à notre travail et ce qu'on a pu faire. Donc, c'est vrai que voilà, ça, dans les entretiens, en tous les cas, c'est ce qu'il faut mettre en avant aussi, le fait qu'il voilà, y a eu des beaux projets, etc. Et que sans équipe, on ne peut malheureusement rien faire en étant seul. Donc voilà, c'est aussi des discussions enfin, et des argumentaires à avoir, notamment sur, voilà, c'est un travail d'équipe, c'est pas uniquement la position d'hommes et de femmes, et c'est vraiment, il ne faut pas faire de différenciation finalement,
parce que moi, ce que j'aime bien dire aussi, hein, c'est heureusement qu'il y a des hommes, heureusement qu'il y a des femmes, c'est ce qui nous permet d'innover aussi. On est chacun différent et on a aussi des façons de faire différentes et c'est ce qui nous permet aussi après derrière de sortir des beaux projets qui du coup plaisent aussi à pas mal de monde, quoi. Donc plutôt la complémentarité. Oui, voilà, qui plaît. Oui, voilà, la complémentarité, c'est le plus important en tous les cas dans une équipe. C'est ce qui permet aussi d'équilibrer en tous les cas entre aussi les forts caractères, les moins forts, les plus timides, les plus. Voilà, c'est ce qui est important aussi à prendre en compte en tous les cas. D'accord. Est-ce que toutes les deux, dans le cadre de vos professions, en tout cas de vos jobs actuels et de vos missions, vous avez des initiatives qui vous tiennent particulièrement à cœur, que vous avez mis en œuvre ou que peut-être qui est en cours, hein, et dont vous pouvez nous faire part? À Womanitech, quand on a lancé Womanitech France il y a bientôt 2 ans, la première chose qu'on voulait mettre en place, c'était déjà des choses très très concrètes. Et puis surtout, notre target, c'était la jeunesse. Donc on a mis en place des hackathons rapidement. On s'est pris énormément de claques. Mais ça veut dire que les premiers lycées, on a eu à peu près, et j'exagère pas, 200 refus de lycée. Et en fait, j'ai compris pourquoi beaucoup de grandes institutions françaises laissaient tomber. Et on est très fiers d'avoir été les premiers à faire des hackathons entre des lycées REP, REP+, et des grands lycées français, et même privés. Lycée REP, REP+, tu peux juste nous dire ce que c'est? C'est les zones prioritaires d'éducation, ce qu'on appelait les ZEP avant. D'accord. Et on est très très heureux d'avoir mélangé parce que ces jeunes, et vous et moi, on sait qu'ils ont très peu de chances de se... Et donc au-delà du hackathon tech, on voulait aussi essayer de changer les mentalités un pas à la fois. Et donc maintenant, on fait beaucoup de hackathons. Là, on va être les premiers à organiser des hackathons dans les DOM, parce qu'on oublie souvent les DOM. Oui, en fin d'année, on en organise plusieurs. Et là, en juillet, début juillet, on organise avec à l'école 42 un hackathon parents-enfants. Et là, on va être vraiment totalement les premiers. Et on participe à beaucoup de hackathons avec des associations locales. C'est marrant parce que beaucoup d'assos nous contactent, ils ne s'attendent pas à ce qu'on réponde et qu'on réponde positivement. On n'a jamais dit à une asso. Là, par exemple, je serai à Mantes-la-Jolie demain. D'accord. Et voilà. Et puis, on a lancé aussi des programmes de mentoring où en fait on a à peu près une douzaine de grandes CEO de la tech en France qui mentorent 14 femmes exactement parce qu'il y a deux mentors qui ont deux mentis et on vient de le commencer, donc ça c'est la première édition. La prochaine ça sera en janvier, c'est ouvert à tout le monde peut candidater. Et voilà, on est très content parce que là, la plupart elles sont déjà à leur deuxième rendez-vous et ça se passe super bien. Et voilà, ça c'est des choses très concrètes, mais vraiment surtout la jeunesse et surtout par exemple les hackathons. Là, celui qu'on fait en juillet, c'est uniquement des filles, mais tous nos hackathons, c'est mélangé filles et garçons. Et c'est très marrant parce que souvent les profs nous disent, vous savez que ces jeunes, ils ne se parlent pas oui. Au quotidien, classe, ils ne se oui, parlent ils pas, se parlent d'accord. pas. Et puis surtout aussi, on a... Depuis 2 ans, on aide les lycées à trouver des stages de 3e et de seconde. On en a trouvé plus de 195 cette année. Et on est en partenariat avec plusieurs universités où on aide des jeunes femmes et des hommes aussi à trouver des stages d'alternance, etc. Mais surtout, moi, on axe notre travail sur la jeunesse. Et il y a un projet aussi qui nous tient énormément à cœur. C'est la création d'une école gratuite à Paris, une école de no-code. Ce projet on le mène avec un conseiller qui est super sympa, je vais le nommer parce que c'est vraiment, il s'appelle Paul Hatt et malheureusement le projet n'est pas passé en première lecture, on va dire, on croise les doigts pour la deuxième, mais c'est une école de no-code pour les enfants à partir de la maternelle, gratuite. Parce qu'il faut commencer et voilà. Donc voilà, c'est des projets très concrets qui nous tiennent énormément à cœur. Donc là on touche vraiment, là on veut aller du bébé jusqu'à voilà. Bon, normalement, avec ce genre d'initiative, normalement les chiffres devraient remonter. Normalement. On compte sur toi, Angela. Voilà. Alexandra, toi, au sein des différentes entreprises où tu as pu justement avoir des postes de management ou en tout cas où tu as travaillé, est-ce que justement il y avait dans ces entreprises des initiatives qui favorisaient l'inclusion et notamment la place des femmes dans la tech ou en tout cas peut-être des programmes de mentoring ou Oui, il y a eu pas mal d'initiatives, notamment j'en parlais tout à l'heure au niveau des RH aussi, au niveau de l'égalité salariale qui est important aussi, hein, parce que
C'est un sujet, oui. Voilà, c'est un sujet. L'égalité salariale, il y a aussi tout ce qui était matrice aussi de compétences pour évaluer aussi les compétences de chacun des salariés existants pour après pouvoir voir en termes de recrutement et de se dire, ok, pour avoir une équipe multidisciplinaire, mais aussi avoir une égalité entre les hommes et les femmes, on en est où, comment ça se passe, etc. Donc c'est vrai que en tous les cas, même là dans l'équipe actuelle, on a fait aussi attention à avoir justement une overview de l'équipe et qu'on puisse se compléter, enfin que l'équipe se complète, notamment grâce aux nouveaux recrutements. Donc oui, ça c'est des choses qui se mettent en place, en tous les cas progressivement, mais plutôt c'est assez efficace en tout cas. D'accord. Ça veut dire que toi, en interne, tu veilles justement à ce que dans tes équipes, il y ait en tout cas un prorata de femmes. Alors, dans mon équipe, on est quand même pas mal de femmes, mais en tout cas, dans l'équipe digitale, on essaye justement, oui, d'avoir de se compléter en tous les cas. Alors oui, c'est sûr que dans les équipes de tech, il y a une grande majorité d'hommes, mais il y a eu aussi des femmes qui ont été recrutées. Et aussi, justement, le fait que, par exemple, l'équipe produit, on ait plus de femmes, mais à l'équipe tech, il y a plus d'hommes, ça permet d'équilibrer aussi pour les priorisations, c'est des projets, pour les mises en place aussi de l'innovation, etc. Donc oui, je dirais, c'est pas intrinsèquement, enfin, c'est pas au niveau des petites équipes, mais c'est plutôt dans des services, en tous les cas, de l'entreprise. Ok. Est-ce que tu pourrais illustrer ou nous donner un cas concret où justement où tu as vu la magie de l'inclusion, que ce soit dans la résolution de problèmes ou en termes d'innovation? Alors l'innovation, oui, grâce justement au fait qu'on était et des hommes et des femmes, on a pu justement, parce qu'on avait un délai très court pour sortir un projet, donc c'était il y a quelques temps, et dans une autre société. Et c'est vrai que le fait de mélanger ces équipes d'horizons aussi différents, ça a permis d'avoir un dynamisme dans ce projet et d'être en temps et en heure et finalement on n'est qu'une seule équipe et voilà. Alors qu'avant avant d'avoir ce gros projet, c'était plutôt non, mais ça c'est à cause de vous, il manque des documents, c'est souvent ça, hein, chacun se rejette la faute, il manque des documents, etc. Le fait d'organiser aussi les cérémonies, les priorisations différemment, ça permet de collaborer ensemble et vraiment de trouver des solutions aussi ensemble et pas uniquement il y a un problème mais c'est pas moi, c'est les autres quoi. Donc voilà, c'est plutôt effectivement et notamment avec le mindset agile, c'est vrai que je trouve que ça facilite d'ailleurs ou pas ça facilite. En fait, il y a tout un cadre qu'il faut aussi respecter. Et après, il faut aussi s'adapter aussi au contexte et s'adapter à la culture d'entreprise. Et ça, c'est important. Il ne faut pas arriver en se disant, OK, l'agilité, c'est ça, on fait comme ça. Non, ça ne fonctionne jamais. Quand on force les choses et quand on dit il ne faut pas dépasser du cadre, en réalité, personne n'est comme ça. On dépasse tous du cadre. Donc voilà, il faut s'adapter et justement, il faut prendre... les atouts et les inconvénients de chaque entreprise et de chaque service pour en faire une force justement et avancer tous ensemble. Est-ce que ces sujets d'inclusion justement et de la place des femmes dans les entreprises ou en tout cas sur ces directions plutôt techniques ou en tout cas informatiques, est-ce que d'après vous c'est plutôt quelque chose qu'il faudrait qu'ils viennent d'en haut pour que ça descende? Ou est-ce qu'au contraire, ce ne serait pas plutôt quelque chose, un sujet dont on devrait tous s'imprégner, plutôt à faire remonter au top management ou un mix des deux? Comment vous voyez Je pense qu'il faut un mix des deux. Il faut que, pour du changement, il faut un changement politique d'entreprise. Il faut qu'en haut, on puisse décider de changer les choses. Et puis, bien sûr, il faut l'énergie des équipes et des collaborateurs. Et puis, l'envie, et surtout leur ouvrir les portes. Je trouve, par exemple, qu'en France, on ne donne pas assez, on n'encourage pas les employés à se former. Aujourd'hui, par exemple, quand quelqu'un veut utiliser son CPF, c'est presque une trahison parce que le temps, etc. Mais aujourd'hui, on parle souvent des métiers qui vont disparaître avec l'IA. Oui, il y a des métiers qui vont disparaître, mais je ne sais pas combien de millions, ça a été annoncé à Davos,
il y a 75 millions de métiers qui vont disparaître et 87 millions qui vont et donc en fait il faut se former. Il y a des métiers qui vont changer. Je prends rien à voir avec la tech, mais une assistante juridique. Oui, aujourd'hui, si elle se forme, elle peut, grâce à la tech et grâce à du chat GPT, etc., elle peut gagner du temps et forcément donc avoir du temps pour d'autres tâches. Et voilà, et là, c'est pas de la tech, c'est juste en fait, il faut adapter nos métiers et donc encourager, il faut que les entreprises changent très très vite parce que le monde change. Et en France, on le sait, nous on aime beaucoup la bureaucratie et bien réfléchir avant. Sauf que le monde avance à une autre vitesse et c'est joli d'annoncer qu'on a créé des data centers, etc. Mais si derrière, on n'en met pas, on n'embarque pas avec nous nos talents, parce que en fait, moi, ce qui me brise le cœur, c'est qu'en France, pour avoir beaucoup voyagé, on a énormément de talents. On a des gens qui ont énormément d'idées magnifiques. Il faut juste leur donner l'opportunité de. Et dans les entreprises, je trouve que on n'écoute pas assez les vrais talents qui sont sur le terrain, etc. Et souvent, les directions sont complètement décrochées du terrain. Et il faut plus écouter et leur donner de voix, parce que c'est pas joli seulement de faire une enquête satisfaction et de bien-être de l'employé. Ça vaut rien du tout, hein, parce qu'on le sait toutes et tous. Donc voilà, mais donner la voix à nos talents, ça serait top. Qu'est-ce que tu en penses, Alexandra? Oui, je suis totalement en phase. Oui, c'est très bien dit. Je ne pourrais pas dire mieux. Voilà, exactement. Donc, je vais me répéter. Donc, oui, non, enfin, je vais te répéter en tout cas. Donc, non, c'est... Ouais. Effectivement. D'accord. Justement, tu mets beaucoup l'accent sur justement ces mentalités françaises, ou en tout cas tout cet aspect bureaucratie, tout le fait justement qu'on est un peu en retard, ou en tout cas qu'on ne prend pas le train en marche. Qu'est-ce qui se passe en fait en termes de mentalité, en termes de mindset? Qu'est-ce qui fait qu'on bloque, ou qu'est-ce qui fait qu'on n'y va pas, qu'on ne s'en prenne pas de ces sujets-là, ou en tout cas que visiblement il semblerait que ce soit pas si important que ça, entre guillemets, à prendre en compte dans les politiques du top management? Quels sont tes un premier, quand j'étais à General Electric, je peux vous assurer, j'ai recruté plus de 3000 personnes dans ma vie. Je peux vous assurer que moi, j'ai jamais regardé les diplômes. Jamais. Moi, je suis arrivée dans la finance sans rien connaître. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours contact avec la personne qui m'a recrutée, que c'était une femme, c'est toujours une femme extraordinaire. Je ne sais pas comment elle m'a recrutée, parce que je ne savais pas ce que c'était un décompte et un tableau d'amortissement. Sauf que je suis arrivée, j'avais 23 ans, 6 mois après, j'étais déjà manager d'une grande équipe. J'ai appris sur le tas. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est le parcours des gens. Et en France, souvent, quand vous voulez rentrer dans, je prends encore la banque, la finance ou même la tech, déjà les algorithmes vous squeeze si vous ne sortez pas de telle école. Et tout le monde n'a pas la chance. Et ça ne veut pas dire que si on n'a pas fait une grande école, et si on n'a pas fait de grandes études, qu'on n'est pas très intelligent. Et on a plein de preuves. Enfin, je veux dire, moi, je suis une grande admiratrice de monsieur Xavier Niel. Je suis désolée, il ne sort pas d'une grande école. Et aujourd'hui, c'est l'une des personnes, je veux dire, il a créé l'école 42. C'est une école gratuite dans le monde entier. Je crois qu'ils sont maintenant, il y a 80 écoles dans le monde entier. Donc c'est juste, il faut arrêter de mettre les gens dans des cases. Il faut s'ouvrir et puis regarder les talents qui sont autour de nous et arrêter de dire oui, il me faut telle personne de telle école, etc., etc. Et puis on a aussi tendance à pas mettre assez en avant les personnes qui se mettent à leur compte, les freelances, les startups, les gens. Par exemple, en France, c'est très mal vu d'échouer. Aux États-Unis, c'est génial d'échouer parce que ça veut dire que vous avez tenté. Ici, c'est oh là là, mais est-ce que tu le vis bien? Est-ce que oui, mais c'est pas grave. J'ai fait un projet, ça n'a pas marché, c'est pas grave, je fais autre chose. Et en fait, on a du mal à parler de ça. Et en fait, par exemple, c'est un membre de Women in Tech, c'est un homme hein, pour le coup, parce qu'on a 30% d'hommes hein, quand même à Women in Tech. Quand même, inclusion. Voilà. Et qui aujourd'hui, enfin, il était à son compte, il a créé son entreprise, malheureusement, ça n'a pas marché les deux, et là, il revient, il était à un entretien pour un CDI, il lui a dit, ah là là, mais quand même, vous avez deux échecs dans votre vie. Moi, je le prendrais comme une force, enfin, c'est quelqu'un... Et la même chose sur la reconversion. Il y avait une fille qui était majeure de promo d'une grande école de cybersécurité. Elle était prof, hein, elle a fait donc reconversion. Et au bout de 10 mois, impossible de trouver un stage, malgré que nous aussi, on ait envoyé son CV à plusieurs entreprises. Et tout le monde nous disait, ouais, mais elle est en reconversion, elle était prof avant. Oui, mais elle est majeure de sa promotion. Et malheureusement, elle est revenue prof. Enfin, c'est génial pour l'éducation nationale, mais voilà.
Le fait de se reconvertir, ça voudrait dire qu'il y a encore des réticences là-dessus Oui, et que... énormément de réticences. En fait, il me dit, les réponses qu'on a eues et qu'elle a eues, c'est je préfère prendre quelqu'un qui vient mais enfin, moi, je me dis, c'est une prof. Elle sait même pas qu'elle est sortie de sa zone de confort. Là, c'est carrément un autre univers. Elle est majeure de sa promotion dans une des meilleures écoles de cybersécurité. Mais moi, je rêverais d'avoir une candidate comme ça. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a une force et un mental de fou. Et donc, non, ça passe pas, malheureusement. Ok. Après, tu connais les chiffres de la cybersécurité entre la répartition hommes-femmes? Je pense qu'il n'y en a pas. Non, c'est moins de 12%. Oui, c'est ça. Du coup, je pense que malheureusement. C'est ça que je te rejoins sur les diplômes. D'ailleurs, même quand moi j'ai fini mes études, je trouvais que même dans le discours des managers, c'est moi, s'il n'y a pas bac plus 5, je prends même pas en recrutement. Alors que ça ne veut pas pour autant dire qu'ils ne sont pas bons. Donc, et justement, l'expertise, la compétence, le travail sur le terrain, c'est aussi la force de certains candidats, même plus que de simples diplômes. Et en plus, ça dépend des écoles, parce que parfois, les écoles, elles sont en dehors de la réalité concrètement du travail, du terrain. Donc, et c'est vrai que je te rejoins, ça ne veut pas pour autant dire qu'on a fait une bonne école et que donc on est compétent. Et ça perdure encore justement ces barrières à l'entrée pour entrer dans une entreprise quand on est jeune diplômé et qu'on n'a pas forcément fait une super école, ou en tout cas, tu le constates par exemple en entreprise? Je le constate moins maintenant. Avant, franchement, sincèrement, j'avais l'impression que c'était constamment, c'est du bac plus 5 tout le temps, constamment. Mais en ce moment, enfin, de moins en moins, c'est plutôt, enfin, je trouve qu'on fait, maintenant, on change quand même, c'est l'expérience, les différentes entreprises, les projets aussi que le candidat a pu mener. Mais heureusement, ça a quand même évolué, mais c'est vrai que, oui, certains noms d'écoles, c'est le Graal, en tout cas. Porte ouverte. Oui, voilà, c'est vraiment la porte ouverte, alors que quand on compare certains candidats et qu'en plus après on les recrute et qu'ils ont leur période, ils sont en cours de période d'essai, là des fois on se dit bon. Moi c'est simple, moi c'est quelqu'un qui n'a pas commencé à travailler très jeune, je ne prends pas. Parce que pour moi, c'est ça qui compte. Et je dis tout le temps, moi, c'est les jobs j'ai commencé à travailler à 16 ans à l'usine. C'est ces jobs-là, c'est mes jobs à l'usine, à l'EHPAD, à Monoprix, à Pizza Hut qui ont fait ce que je suis aujourd'hui. Et moi, pour moi, quelqu'un il peut sortir de Polytechnique s'il n'a jamais travaillé de sa vie. Il ne connaît rien du terrain, en fait. On peut sortir de Polytechnique, mais si tu ne connais pas les réalités de tous les jours, et puis pour moi, c'est pas parce qu'on a besoin d'argent en fait. Malheureusement, c'était pas mon cas. Moi, c'était vraiment parce que voilà. Mais c'est juste en fait de la curiosité. En fait, ça veut dire que la personne n'est absolument pas curieuse et qu'elle se remet pas en question, qu'elle est dans sa zone de confort et ça, c'est juste pas possible en fait. Pour moi, c'est rédhibitoire. Moi, voilà, c'est mais impossible. Hein. Tu peux sortir de Stanford, tu n'as jamais travaillé de ta vie. Tu ne travailleras pas dans mon équipe, ça c'est sûr. D'accord. Et justement, qu'est-ce que vous en pensez par rapport aux freelances? Parce que là, on a parlé de parcours plus ou moins lisses, ou en tout cas de personnes qui sont plutôt salariées. Quel est votre constat par rapport aux freelances? Est-ce que c'est encore plus difficile quand on est une femme et qu'on est freelance de pouvoir intégrer justement cette direction beaucoup plus technique ou informatique, ou pas? Quel est votre constat là-dessus? En tout cas, autour de moi, j'ai pas l'impression qu'en étant freelance, c'est un frein. Et tant mieux. Mais je pense que le frein ne vient pas là pour le coup du marché, mais vient plus de la bureaucratie et de l'administration. J'ai pas l'impression parce que même dans les cabinets de consulting où il y a beaucoup de freelance, là, je pense pas qu'on ait la parité, mais en tout cas c'est mieux. Et puis en plus il y a une partie de la tech où la parité elle est déjà atteinte, personne n'en parle, c'est le Web3 et le gaming, où il y a 49% femmes. Ah, bah ça c'est une bonne nouvelle. Mais on les met pas assez en avant, et le gaming et le Web3 sont et je pense que la crypto, ils sont, c'est pas vraiment de la tech, mais je veux dire la crypto, on est quasiment en parité. Ouais. D'accord, ok. Donc c'est très bien. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu constates justement, Alexandra, dans ton entreprise, par exemple, peut-être que vous faites appel à des freelances? Oui, c'est pas un frein. Enfin, je dis pas, tiens, c'est vraiment pas un frein. Donc, c'est justement, on regarde l'expérience, les compétences
Et après, les échanges aussi durant l'entretien. Mais personnellement, non, je trouve que c'est pas forcément un frein. D'accord. Ok. Bon, bah, mesdames, on a peut-être quelque chose à faire là-dessus. C'est Allons-y. ça. Très bien. Alors, on est pratiquement à 5 minutes de la fin. On a parlé de mindset, on a parlé de culture d'entreprise, on a parlé de formation, on a parlé de partenariat, on a parlé de mentorat. Pour vous, comment est-ce que vous voyez la place des femmes en 2030? À quoi ça pourrait ressembler? J'espère qu'elle aura la place qu'elle mérite, tout simplement, et qu'on ouvrira les yeux sur ces merveilleuses femmes et talents qu'il y a. Et puis surtout, il faut que les femmes osent lever la main pour saisir une opportunité, qu'elles n'attendent pas d'être prêtes à 100%. Et puis, j'espère qu'on aura encore plus de rôle modèles pour encourager les jeunes générations à oser encore plus que nous. Oui, c'est ça, le syndrome de l'imposteur. Oui. Ça se résume parfaitement à certaines situations de femmes qui ont toujours l'impression de pas, c'est pas leur place en fait. C'est non, on n'y arrivera pas, ou c'est pas notre place, ou il faut qu'on attende encore un peu. Et c'est vrai que les hommes y arrivent, pourquoi pas nous? Et justement, on arrive facilement aussi, même dans la vie personnelle, à jongler sur plusieurs sujets C'est ça. et avec une charge mentale, voilà. Et du coup, pourquoi pas ne pas le faire dans le travail? Bien au contraire. On a toute notre légitimité, en tous les cas, dans la tech et dans la place dans l'entreprise, en tous les cas, même sur des postes à forte responsabilité, en tous les cas. Alors, le mot de la fin pour conclure. Je suis une femme, je suis en train d'écouter justement cette conférence. Quels seraient pour vous les conseils à donner à toutes ces femmes qui nous écoutent, qui sont dans la tech, qui sont intéressées par la tech, qui n'osent peut-être pas faire le pas? Qu'est-ce que vous leur diriez? N'ayez pas peur, foncez. Voilà. Osez. Toujours oser et n'ayez ni remords dans la vie, il faut avoir ni remords de regret. Et encore une fois, au pire, on va vous dire non. Et voilà, je vais encore citer Mandela pour une dernière fois. Vous ne perdrez jamais, soit vous gagnerez, soit vous apprendrez. Donc dans tous les cas, vous êtes des gagnantes et des gagnants, hein, parce que je suis sûre, voilà. Parce que le syndrome de l'imposteur, on n'en parle pas assez, mais les hommes aussi. Et voilà, donc voilà, c'est juste... montrez votre talent et je suis sûre que, j'espère, on changera toutes et tous les mentalités ensemble. Très bien. Merci beaucoup, mesdames. Merci à toi, merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir été parmi nous. Nous espérons que la discussion a été intéressante. Nous viendrons répondre